Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel interview sur Fréquence Populaire. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un cycle géopolitique avec une invitée de marque, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est un peu compagnon de route de République Souveraine, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. C'est Caroline Galacteros. Merci d'être venue. Grand plaisir, toujours. Et pour Georges. ceux qui ne vous connaîtraient pas, bon, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça qui ne vous connaissent pas, mais quand même. Oh, quelques milliards encore, hein. Enfin bon, je fais ce que je peux. Oui. Alors vous êtes géopolitologue, Oui. vous êtes spécialiste des questions diplomatiques et stratégiques. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes actuellement présidente de Géopragma. Et vous avez travaillé à très haut niveau dans les services de l'État, puisque vous avez travaillé dans les services du Premier ministre, en particulier au moment des guerres de Yougoslavie, qui ont mené jusqu'à la guerre du Kosovo, où vous avez été parmi les analystes principaux, et parmi ceux qui ont essayé de non seulement suivre, mais peser d'une manière ou d'une autre sur ce conflit tragique au milieu de l'Europe. Je le cite parce qu'on dit souvent, les gens ayant courte mémoire, que la guerre est revenue en Europe avec l'Ukraine, mais bon, il y a été quand même une bonne dizaine d'années au milieu de l'Europe en Yougoslavie, puisque géographiquement, si je ne me trompe pas, c'est toujours en Europe. Donc vous êtes quelqu'un qui connaissait les crises, la gestion de crise, et d'ailleurs, vous êtes auditeur IHEDN, vous êtes de la 59e promotion. Vous en savez des choses. Et puis surtout, ça se sait moins, vous avez enseigné à l'école de guerre. C'est pas rien. Non. Et non seulement vous avez enseigné, vous y avez été directrice de séminaire pendant 4 ans. Donc on a vraiment quelqu'un en face de nous qui connaît la situation, experte. Et puis vous avez écrit un livre, enfin vous avez écrit plusieurs, des articles. Le dernier, oui. Mais je pensais au dernier livre que vous avez écrit, on attend le prochain avec impatience. C'est Vers un nouveau Yalta. Donc il porte très très bien son nom. Alors elle est sortie en 2019, oui. Il y a 3-4 ans maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment d'actualité, puisque vous y abordez quasiment en prévisionniste un peu ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire le conflit qui est venu et ce qui va en suivre, puisque vous parlez de nouveau Yalta, je crois que le terme est très très bien choisi, mais on va y revenir. Je voudrais commencer avec vous par un aspect méthodologique qui je crois est important, que tout le monde ne comprend pas et qui est source de nombreuses incompréhensions lorsqu'on parle d'affaires internationales pour le public qui n'est pas spécialiste comme vous l'êtes. C'est par quel prisme on regarde ce qui se passe dans le monde. Vous êtes une tenante du réalisme, du pragmatisme, c'est pour ça, Géopragma, du pragmatisme en relations internationales. Qu'est-ce que c'est que être un réaliste ? Très bonne première question. Alors, être un réel. Alors oui, effectivement, je me considère comme l'un des représentants de l'école réaliste française qui existe, même si elle a fort à faire pour s'imposer ou pour s'imposer de nouveau. Et puis, bien sûr, il y a des tenants de l'école réaliste française qui sont infiniment plus célèbres et importants que moi. Je pense ne serait-ce qu'à Hubert Védrine ou à même Dominique de Villepin. Enfin, on a quand même des gens qui... Voilà. Raymond Aron avant. Raymond Aron bien auparavant. Mais voilà, les vivants, là ceux qui pourraient encore faire, agir, être aux responsabilités. Bon, eux, je pense eux que ont été ministres des Affaires étrangères. Eux ont été ministres, eux savent de quoi ils parlent, bien plus encore que moi. Même si j'ai aussi eu la chance de pouvoir me confronter à la réalité, justement, très jeune, très tôt, dès ces fonctions que vous avez évoquées dans les services du Premier ministre. Alors, qu'est-ce que le réalisme ? Déjà, on peut dire ce que ce n'est pas. Par exemple. Et à quoi ça s'oppose ? Voilà. À l'idéalisme. À l'idéalisme, certainement, et au dogmatisme, encore plus sûrement. À l'idéalisme, au sens où ce n'est pas... l'approche réaliste est une approche qui est basée sur, déjà, la prise en considération des faits, sans venir leur plaquer
sur toute interprétation, etc., venir plaquer une espèce d'idée de ce que l'on voudrait, ou de projection de ce que l'on est, ou de, je ne sais pas moi, de volonté, et il y a une grosse connotation morale dans l'idéalisme, évidemment, de volonté de projeter nos catégories morales. Et d'imposer, à vrai dire, parce que ça se traduit quand même à la fin par ce type de tentative, d'imposer à d'autres pays, d'autres États, d'autres régimes, d'autres peuples, enfin les autres acteurs, nos catégories. Donc, si vous voulez, l'idéalisme, il est basé sur une grande... Enfin, moi, je trouve ça une grande fatuité, une grande vanité, et évidemment des relents universalistes, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus avoir cours de la même manière, c'est-à-dire cette idée que l'on porte un système qui serait valable pour l'ensemble de la planète, et que nous aurions le devoir de le promouvoir, y compris par le feu, le sang, la guerre, hein, parce que tant que c'est la paix... Bon, donc d'un côté, on aurait... chez les idéalistes et dogmatiques, les guerres, y compris de prévention pour la démocratie, la paix, la liberté, le libre marché, une belle chose. Et d'autres, plus réalistes, comme on pourrait reprendre le général de Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Qui est brutalement réaliste, et où il n'y a aucune considération de valeur, de normes particulières à imposer à qui que ce soit. Non. Voilà. Mais est-ce que ceux qui sont idéalistes, ceux qui ont ces normes, qui voudraient imposer aux autres, est-ce que c'est pas une manière de cacher d'autres objectifs, Absolument. en particulier pour nos populations? Non, mais c'est complètement instrumental. Pour nos populations, pour... Enfin, ils ne sont pas tous complètement idiots. Ah non, mais c'est loin d'être de l'idiotie, c'est du cynisme. Oui. Si vous voulez, et c'est ça le point. C'est que le cynisme est du côté de l'idéalisme. C'est contre-intuitif, personne n'ose le dire, personne ne l'assume. Mais si vous regardez, ne serait-ce que depuis une trentaine d'années, l'ensemble des conflits dans lesquels le pôle dit occidental s'est lancé, sous des prétextes toujours magnifiques, il faut bien le dire, la paix, la sécurité, la prospérité, l'humanité, la responsabilité de protéger. Enfin bon, c'est beau, quoi. On est à cœur ouvert, déployé vers les autres. Non, on fait pas la guerre à cœur ouvert, déployé vers les autres. Non, ça c'est pas vrai. On fait la guerre toujours pour des raisons économiques, pour des raisons d'influence, pour des raisons militaires, de sécurité militaire, pour des raisons évidemment énergétiques qui sont au centre des grilles de lecture implicites de la plupart des conflits. Et alors, le Moyen-Orient, n'en parlons pas, et l'Europe aussi, n'en parlons pas. Si on revient à cette question ukrainienne, comme on le fera, je pense. Oui, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je dis, tout ça n'a mené qu'à la mort, la destruction, le discrédit. Parce que c'est cette espèce de moraline qu'on diffuse en essayant de faire croire qu'on se porte, qu'on fait la guerre vers tout un tas de pays pour leur bien, évidemment, ne convainc plus personne, enfin même nos propres populations. Je pense qu'on essaie de polariser de plus en plus, et là sur l'Ukraine, on a atteint des sommets de propagande, mais malgré tout, les gens, au bout d'un moment, et d'autant plus qu'ils peuvent tout de même s'informer en dehors des grands médias aujourd'hui, la plupart des gens commencent quand même à se dire « mais il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on apporte finalement ? Regardons l'Ukraine aujourd'hui. La moitié de sa population est partie, elle a 400 000 morts et blessés, elle a perdu une partie de son territoire, et ça n'est pas fini si on continue sur cette eau. Qu'est-ce qu'on apporte en fait ? Quelle est sa sécurité ? Qu'est-ce qu'on va apporter au peuple ukrainien ? Voilà. Et si on commence à oser regarder les choses comme ça, eh bien, on a un tout autre spectacle. Et de mon point de vue, c'est à partir de cette considération très froide du rapport de force militaire, de la réalité des intérêts des uns et des autres, etc., que l'on peut chercher des interstices dans lesquels
il y a de la place pour du dialogue, pour de la négociation, etc. Si on continue à vouloir l'emporter, n'est-ce pas, comme si on était le chevalier blanc contre le chevalier noir, ou je ne sais, ça ne marche pas. Je veux dire, le monde n'est pas comme ça. On voit effectivement où ça mène. Si on prend l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, ça a plutôt mal terminé. Un désastre. Y compris la perception qu'on a des Occidentaux dans nombre de pays de ce qu'on appelle le Sud global. Mais oui. On dit, bon, ils viennent sauver les pauvres gens en Libye, puis au final, c'est un chaos total dans tout le Sahel. C'est-à-dire que, oui, éviter le massacre à Benghazi, si vous voulez, quand on voit ce que ça a donné, quand même, qui peut croire ça, franchement? Ce qui va permettre de citer 2 livres qui, je trouve intéressants, peut-être vous-même, c'est ceux de Serge Halimi, L'opinion, ça se travaille, qui revient... Donc le rédacteur en chef du Monde diplomatique qui est revenu, il est sorti à plusieurs opus de ce livre sur les guerres de Yougoslavie, du Kosovo, de Libye, de l'Irak, pour rappeler les justifications et à l'aune de la réalité justement, qui apparaît 5, 10, 15 ans après et qui n'est pas exactement, même souvent diamétralement opposé. Oui. Et puis aussi un très très beau livre, un peu long, un très beau livre d'un grand reporter, Robert Fisk, qui a écrit La Grande Guerre pour la civilisation, qu'est-ce qui était au revers de la médaille de son père ou de son grand-père, qui est mort qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale dans les troupes britanniques. Et il faisait le comparatif sur toutes les guerres du Moyen-Orient américaine et spécifiquement l'Afghanistan, qu'il avait beaucoup couvert, selon une grille de lecture qui est la vôtre. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très concrète, très pratique, au point où vous avez travaillé dans les services du Premier ministre. Mais j'ai été formée comme ça. Vous avez enseigné quand même à l'école de guerre, c'est pas juste rien, ça n'est pas, voilà, c'est pas juste faire des tribunes, ce qui est bien, mais bon, on vous a pris au sérieux. Et puis vous avez une présence médiatique, et tout à coup tout s'est un peu tari, avec le conflit qui s'est envenimé entre la Russie et, je ne vais pas dire l'Occident, mais en tout cas l'OTAN, et où cette vision réaliste, justement, allait à l'encontre du narratif, si on peut dire. Et c'est à peu près au moment où sort votre livre, en 2019, un peu avant, que ça commence un peu à couiner, à coincer, à se dire, bon, cette dame-là, il faudra peut-être qu'elle vienne moins, puis votre téléphone avait disparu après. Oui. Voilà. Alors que vous n'avez pas changé. Ah non. Et on vous a accusé d'être pro-russe. Ah oui. Du fait, souvent, simplement, de ce que vous avez dit, c'est-à-dire de présenter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'annoncer, ces gens-là produisent tant par des sources qui sont les vôtres, tant d'obus, les autres en produisent tant, a priori, bon, ça fait un rapport de feu de 1 contre 5, puis 1 contre 6, puis là on est à 1 contre 9, et quand on prend 9 obus contre 1, en général, la guerre, on peut, au dos mouillé, hein, c'est pas sûr, mais dire qu'elle va dans une mauvaise direction pour ceux qui tirent moins d'obus que les autres. Bon, et vous n'êtes pas du genre, justement, idéaliste de tous ceux qui sont intervenus pendant 20 mois, qui, je pense, effectivement, ont rendu les Français un peu... ça les a agacés. C'est tous ceux... Les soldats russes savent pas se battre, ils sont commandés par des alcooliques, de toute façon, on a ressorti Madame von der Leyen il y a 14 mois, qui, devant le Parlement européen, disait que l'industrie russe est détruite. Oui, bien sûr. Et qu'ils sont obligés de voler les chips, les processeurs des machines à laver pour les mettre sur leur... Non, mais voilà. Donc ça coinçait, et votre réalisme n'était plus de bonne loi dans les médias. Mais c'est ça qui est tragique, c'est qu'il l'est d'autant moins que la vérité devient de plus en plus difficilement escamotable. Et alors qu'on aurait pu penser que tout de même, il serait temps, surtout en France, parce qu'en France, on est très très en retard. On est beaucoup plus royaliste que le roi, du côté des anglo-saxons et du côté notamment des Américains. Mais même les Britanniques, qui sont pourtant très à la manœuvre sur l'Ukraine depuis des années. Mais du côté des Américains, ça fait déjà maintenant presque 1 an
que l'on commence, enfin mars à peu près dernier, que l'on commence à doucement préparer les opinions américaines, mais aussi occidentales, à l'idée que finalement, ça ne va pas tout à fait se passer comme on le croyait, ça n'est pas si simple, etc., etc., etc. Nous, en France, on est, je sais pas, on a l'impression qu'on est tombé dans un cul de basse-fosse intellectuel et moral d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai problème moral qui tient au fait qu'on continue à parler de l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine, il faut sauver l'Ukraine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple ukrainien, il est en train d'être sacrifié par son propre gouvernement. Donc, c'est quoi notre soutien? C'est l'envoyer au casse-pipe? Il n'y en a pas assez de morts inutiles, là? On est quand même à plusieurs centaines de milliers de morts. Donc, on est, si vous voulez, plus on est confronté à la réalité, notamment d'une contre-offensive présentée comme une geste éclatante qui allait renverser le rapport de force, etc., qui a surtout fait, je crois bien, d'après les derniers chiffres donnés, alors on va me dire, par l'état-major russe, mais enfin quand même, les mecs ils comptent, je crois qu'on est à 160 ou 170 000 morts ukrainiens depuis le 4 juin dernier. Pourquoi? On ne sait pas. Ils n'ont rien récupéré du tout. 3 cm là. Bon. Donc, plus on est dans cette espèce d'impasse intellectuelle où il faudrait qu'on se retourne, qu'on ose, qu'on ait un peu d'humilité, un peu de courage, qu'on ose se dire on s'est juste planté. On s'est planté dans notre analyse, on s'est planté dans nos attendus, on s'est planté dans la manière dont on concevait la Russie, on s'est planté par idéologie, parce qu'on veut affaiblir, abattre, dépecer, démembrer. Enfin, on a des rêves, je dirais d'enfants, enfin des rêves de puissance infantile vis-à-vis de la Russie. Oui, sans mettre les moyens devant les mais on fantasmes. Les a pas, mais on ne les aura jamais. Je veux dire, c'est pas possible. Donc la malheureuse Ukraine que l'on a projetée vers la Russie jusqu'à ce que les Russes finissent par dire stop, on est obligé maintenant de faire quelque chose. Et ils l'ont fait, ils ont dû le faire, ils l'ont fait, mais pas encore une fois comme on a raconté qu'ils voulaient le faire. C'est-à-dire il ne s'agissait pas de prendre l'Ukraine, il ne s'agissait pas d'envahir toute l'Ukraine, il s'agissait d'arrêter. Il s'agissait, et là ils sont plantés, de faire tomber le régime ukrainien. Il s'agissait de commencer à démilitariser l'Ukraine, puisque leur objectif fondamental, qui est un objectif à mon avis légitime, et qui est un objectif encore plus légitime du point de vue de la sécurité ukrainienne, du territoire ukrainien, c'était la neutralisation. C'est-à-dire que ce pays devait rester neutre, devait rester un tampon entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Bon, on ne le veut pas, on ne l'a pas voulu, ça fait 30 ans qu'on moi, depuis que je travaille, j'ai vu ce mouvement vers l'extension de l'alliance, etc., etc., etc. On continue. On est face à un os maintenant, mais c'est pas. Voilà, pour aller dans votre sens, et justement pour ne pas être du côté russe, parce que ça sera reproché, et c'est reproché. Oui. Mais c'est vrai, quand on lit vous avez raison, quand on lit la presse américaine, ah bah oui. Même le Washington Post ou le New York Times, qui ne sont pas spécialement des journaux hystériques républicains, c'est même l'inverse. Non, puis ils sont... De plus en plus, ils disent que les pertes sont importantes, enfin, il y a beaucoup d'articles, mais surtout, c'est si on regarde les réalistes géopoliticiens américains, alors là, on remonte beaucoup plus dans le temps. Je vais prendre... tout le monde ne connaît pas, donc juste George Kennan. Ah oui, George Kennan, qui a été le patron du containment, enfin celui qui a pensé le containment du communisme soviétique, qui est mort en 2008. Il disait n'allez pas vers l'Ukraine, ça va provoquer une guerre avec la Russie. Bon, il connaissait un morceau quand même, il connaissait bien sa partition. Ça a été même Henry Kissinger, qui lui le voyait vraiment pour l'intérêt américain. Il disait mais on va projeter les Russes dans les mains des Chinois. Ça va être énergie plus industrie pour nous, c'est pas bon. Bon, il est mort, il n'y a pas très longtemps. Il a la lame assez noire, sombre, et les doigts et les mains pas mal sanguinolentes, mais du point de vue de l'intérêt américain, mais tout à fait. Ce qui a été fait est absurde. Tout à fait. Et puis plus récemment, on a John Mearsheimer, qui est peut-être le grand chef de file
des géopolites comme vous, des géopolitologues aux États-Unis, à l'école de Chicago, enfin à la faculté de Chicago, pas l'école de Chicago. Oui, pas l'école. C'est l'inverse même. Voilà. Ouais. On a Jeffrey Sachs, qui est quand même chef de file, il est en charge du développement à l'ONU, conseil... Surtout, ce sont des gens qui ont été, qui sont des Américains préoccupés des intérêts américains. Oui, c'est ça, ce sont des Américains. C'est pas des pro-russes, c'est pas des... C'est là où la grille de lecture idéaliste est complètement idiote, ne peut qu'égarer, si vous voulez, parce qu'on ne comprend plus rien si on se met à dire de Sachs, par exemple, ah bah ça y est, il est devenu pro-russe. Pas du tout. Le mec, pendant toutes les années 90, il a même conseillé des Américains et Gorbatchev, il a été envoyé, et Yeltsin. Mais oui, Yeltsin, etc. Donc c'est un homme placé par les Américains pendant une phase où il s'agissait justement de mettre la Russie... ou pas. Et donc oui, il se rappelle des géopoliticiens américains qui œuvrent pour les intérêts de leur propre pays. C'est bien ce qu'il disait, ce que vous avez dit, qui n'est pas une position russe ou pro-russe. C'est que le souci n'est pas que l'Ukraine existe en tant que pays, le souci, c'est qu'elle entre dans l'OTAN. Et il dit, c'est la condition de la guerre. D'ailleurs, les Russes l'ont dit depuis le célèbre discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, répété en 2008, systématiquement répété, tout le temps. En décembre 2021, une dernière missive envoyée à Washington disant bon, ça va partir en sucette si on ne trouve pas un accord. Donc c'est vraiment ça, c'est une question de sécurité. Alors peut-être vous pourrez expliquer ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ça ferait une frontière de 1200 km direct en contact, ce qui alors, moi j'ai fait l'école de guerre en tant qu'élève du côté des réservistes. C'est le b.a.-ba. C'est dans le contexte d'armes nucléaires, il faut qu'il y ait un temps de réaction. Or, et de réflexion aussi. Et de réflexion. Et puis quand on dit un temps, c'est 10 minutes. Hein. Oui, c'est 8 minutes. Enfin là, on passe de 8 à 4. Et là, ça se réduit, parce que les systèmes d'armes, les armes sont plus véloces, vont plus vite. Il y a des réactions semi-automatisées, voire automatisées. Et les moyens de désescalade sont bien inférieurs à ceux qui existaient à l'époque de la guerre froide, alors que c'était les communistes contre les Yankees capitalistes. Et c'est là qu'est le souci, c'est que si c'est collé, ça peut faire boum dangereusement pour tout le monde, donc besoin d'un état de pays tampon. C'était la finlandisation, vous en avez parlé. Donc là, l'idée, c'était l'Ukraine soit indépendante, mais qu'elle soit neutre. Neutre, qu'elle reste neutre. C'est ce que voulait, donc pas que Vladimir Poutine, mais les pragmatiques, mais oui. Même Brzezinski, qui pourtant poussait dans le grand échiquier, même lui s'est dit à la fin, bon, ça va quand même il y a un moment, oui, tout à fait, mais tout à fait, vous les avez tous cités, c'est une condition essentielle de la sécurité. Le problème, c'est que nous sommes dans une époque complètement idéologique et complètement, en fait, l'Occident panique, quoi. On est allé tellement loin dans notre volonté de puissance et de conquête, d'une certaine façon, et on s'est tellement planté. Parce que si vous regardez même le Moyen-Orient aujourd'hui, ça s'est quand même pas passé tout à fait comme c'était prévu. En Syrie notamment, mais aussi en Irak, mais aussi en Libye. Enfin bon, certes, la politique américaine, qui était une politique de fragmentation et de déstabilisation, a marché, mais pas partout. Et surtout, le gros morceau syrien n'est pas tombé du fait de l'intervention russe. Et l'armée américaine se fait attaquer en Irak tous les jours, là. Bien sûr. On n'en parle pas beaucoup, mais... non, mais bien sûr. Donc, il y a un problème de recul, en fait, d'influence et de puissance américaine dans cette partie du monde. Et en Europe, eh bien, il y avait justement une relation énergétique très forte entre la Russie et l'Europe. Et c'est quand même aussi l'un des objectifs de cette guerre, c'est-à-dire nous séparer de la Russie. D'abord pour prendre sa place comme fournisseur, bon ça c'est une chose, mais aussi pour s'assurer bien de la vassalisation stratégique européenne et éviter
ce qui aurait été pourtant, et ce qui est toujours d'ailleurs, et d'ailleurs, Poutine n'a pas totalement fermé la porte dans ses dernières déclarations, ce qui aurait été la manœuvre intelligente d'un point de vue européen, c'est-à-dire une capacité de l'Europe, certes à rester du côté occidental, au sens militaire ou à travers l'OTAN, pourquoi pas, mais à comprendre son intérêt géopolitique, à se projeter vers l'Eurasie. Voilà, à se projeter donc vers la Russie, puis vers la Chine, en passant par l'Asie centrale. Enfin, c'est cette partie du monde-là qui est en train de se développer, vitesse grand V, dans tous les domaines, de s'intégrer, de devenir extrêmement puissante. Donc, on est vraiment à contre-temps de ce qui se passe géopolitiquement sur la planète. Et du coup, au lieu de se dire, bon, on s'est planté, on a, voilà, remettons les pendules à plat, et on a des interlocuteurs encore intelligents et modérés, parce que on va m'expliquer que Vladimir Poutine est un monstre, est un dictateur et tout ce qu'on veut, mais enfin, il a quand même été d'une immense patience depuis 2007, ça c'est sûr, et il continue à avoir des prises de position qui ne ferme pas totalement la porte. Alors oui, en ce moment, il ferme la porte à la négociation sur les bases américaines en Ukraine. Oui, parce que là, la négociation voulue, évidemment, comme les Américains se sont plantés, ils pensent que maintenant, il faudrait geler le conflit. Bon, mais ça n'est pas possible. Du point de vue... la situation est très mauvaise pour l'Ukraine, vous l'avez dit. Elle est dramatique. Mais vous avez parlé de pertes de territoire qui maintenant sont sûres et certaines, mais ça pourrait s'aggraver. Oui, c'est-à-dire que là, on a eu le Conseil européen, où le processus d'être... Bon, ce qui veut rien dire, parce que ça peut durer 50 ans, comme avec la Turquie, le processus d'adhésion d'Ukraine est lancé, mais comme la défense de l'Union européenne est sous parapluie OTAN, ça a été immédiatement traduit par les Russes par, bon, bah, vous continuez à vouloir que ça rentre dans l'OTAN, donc nous continuerons, c'est ce que, il me semble, a dit Poutine, à utiliser l'arme militaire. Donc a priori, du côté russe, comme ça a l'air d'aller, tant économiquement que sur le plan militaire, ils vont pousser. Oui, alors, cette question des garanties de sécurité européennes, parce qu'en fait, c'est un trick, c'est une astuce. On ne peut plus... Enfin, les Américains ont compris qu'il fallait arrêter, et d'ailleurs, ils l'ont clairement dit à Zelensky, je crois, il fallait arrêter d'imaginer pouvoir entrer dans l'OTAN. Voilà. Bon, ça, c'est un peu, pour l'instant, ça a été mis de côté. Donc, comme d'habitude, c'est aux Européens, un, de payer quand les Américains n'ont plus envie de le faire, et deux, d'accueillir l'Ukraine au moins dans l'UE. Mais on sait effectivement que l'un des articles des traités de l'Union européenne, je ne sais plus, 42, oui, voilà, prévoit qu'en cas d'attaque sur un membre, les autres membres de l'UE, qui sont aussi membres de l'OTAN, ont le devoir de lui porter secours. C'est donc une façon, indirecte, de prévoir l'extension du parapluie OTAN, oui, au moins partielle, à l'Ukraine, au bénéfice de l'Ukraine. C'est 14-18, mais avec le nucléaire en plus. Bon. Tout ça, c'est de la musique d'avenir, parce que l'Ukraine n'est, à mon avis, pas prête d'entrer quand même dans l'OTAN, dans l'UE. En revanche, du point de vue des Russes, c'est évidemment un signal. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous nous avez déjà pris pour des imbéciles à Minsk. Vous nous avez déjà pris pour des imbéciles sur un certain nombre de sujets. Vous pouvez rappeler pourquoi c'était pris pour des imbéciles à Minsk ? Parce que les accords de Minsk, après ce qui s'est passé à Maïdan en 2014, visaient, à l'époque, à apporter un apaisement par rapport au séparatisme des régions russophones d'Ukraine, donc tout ce qu'on appelait le Donbass, en échange d'une autonomie à la fois culturelle, linguistique, économique, etc. Donc il y avait des accords qui devaient, puisqu'il y avait une guerre civile qui s'était engagée en fait dans l'Ukraine post-Maïdan, c'est-à-dire l'Ukraine pro-occidentale, l'Ukraine sous domination claire américaine. Bon. Avec quand même, oui, effectivement, c'est un coup d'État qui s'est produit. Voilà, bon, ça, on fait comme si ça n'existait pas trop. Et donc, on a fait des accords, d'abord en fin 2014, puis 2015, donc Minsk 1, Minsk 2.
Vladimir Poutine, à l'époque, devant les demandes pressantes des leaders séparatistes qui commençaient à se faire bombarder sérieusement par les Ukrainiens hors Donbass, si vous voulez, ils avaient demandé à la Russie de les intégrer, de les prendre, de venir à leur secours. Et Poutine, et ça, il faudrait s'en souvenir aussi, jusqu'en septembre 2022, là, l'année dernière, un peu plus d'1 an, a toujours refusé cela. C'est-à-dire, il a dit non, vous appartenez à l'Ukraine, vous êtes administrativement dans les frontières de l'Ukraine post-91. D'ailleurs, ceux qui suivent la politique russe savent que ça lui est beaucoup reproché. Mais oui, mais énormément, toujours, énormément, depuis très longtemps. Mais il a tenu vraiment jusqu'à la fin. Bon, aujourd'hui, ça fait partie de la Fédération de Russie et je pense que ça n'en sortira plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, ça risque de s'étendre parce que les forces russes, dont l'objectif n'est pas la conquête territoriale, mais toujours les mêmes, démilitarisation, c'est-à-dire réduction à la portion congrue des forces armées ukrainiennes, donc démilitarisation de l'Ukraine, dénazification, c'est-à-dire débandérisation, si j'ose dire, de l'establishment politique, mais aussi militaire et administratif ukrainien, qui a toujours des allégeances intellectuelles et proches, effectivement, des réseaux que les Russes appellent des ukro-nazis, en tout cas les bandéristes. Bon, c'est une vieille histoire. Donc, il y a un problème d'assainissement politique. Je me permets de vous couper là-dessus. Oui. Pour pas justement tomber sur encore le discours. On va prendre ce que disait ici chez nous Arnaud Klarsfeld. Oui, bien sûr. Lui-même n'aime pas Poutine. Non, mais bien sûr. Étant donné le travail de son père, Serge, il en sait quelque chose. Et dans un contexte où on dénonce l'antisémitisme qui revient. Ah oui, non, mais là, c'est schizophrénique. C'est schizophrénique. C'est schizophrénique. Pour que tout le monde tout le monde sache, quand même. C'est pas toujours su, mais Bandera, c'est un chef de l'OUN, à faire simple, qui a combattu sous uniforme de la Wehrmacht, donc c'est Jacques Doriot, chez nous, dont l'OUN et certains de ses chefs comme Choukevitch se sont illustrés dans la Shoah à pare-balles, en particulier à Babi Yar, ce qui est le record absolu, je crois, c'est 33 000 juifs en 24 heures, 48 heures. Gardiennage de camps d'extermination, division SS Galichina, massacre de Polonais. Il y a même un bisbille entre les Polonais, alors qu'ils soutiennent massivement l'Ukraine, mais ils leur ont demandé de reconnaître les crimes de moins en moins de l'OUN. De l'OUN en 43-44, vous avez tué 110 000 civils polonais en Volhynie. Oui. Et tout ça, on l'a mis un peu sous le boisseau. Complètement. Et c'est donc Arnaud Klarsfeld qui disait on ne peut pas avoir deux poids deux mesures. Si on défend les valeurs européennes, on ne peut pas avoir une avenue Bandera qui passe devant le monument à Babi Yar. Mais justement, il a tout à fait raison. Et c'est bien la démonstration qu'on ne défend pas les valeurs européennes. On défend une politique de puissance dont nous ne sommes nous-mêmes, puissance européenne, que les instruments, et dont l'Ukraine est le dernier, la dernière petite extension offensive, si vous voulez. Voilà. Que nous avons prise en main, que nous avons formée. Bonne parce qu'ils sont courageux. Ils se battent beaucoup, mais c'est des très bons soldats, ce sont bien sûr. Bien sûr. Ils prennent cher, pourtant ils continuent. Tout le monde n'aurait pas fait pareil, je pense. Non, alors ceci dit, je pense que là quand même depuis quelques mois, il se passe quand même des choses aussi dans les forces armées ukrainiennes et notamment le niveau des redditions. Ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. Ils sont un peu quand même envoyés à la mort pour aucune perspective de victoire. Donc quand on disait que ça peut encore avancer, oui, c'est-à-dire que maintenant la Russie dit, écoutez, on ne peut pas négocier avec vous. En plus, le président Zelensky a pris dès le début de la guerre, quasiment immédiatement, un décret interdisant la négociation avec les Russes.
Donc on n'a rien à négocier. Il faudrait négocier en fait avec les Américains, mais les Américains, eux, sont dans une... En fait, c'est des postures mentales complètement rigides de mode panique, quoi. C'est presque la PLS, quoi. C'est position latérale de sécurité. Les Américains sont eux rationnels. Parce qu'ils ont fédéré les Européens, la Finlande, la Suède rentrent dans l'OTAN. In fine, il y aura un bout d'Ukraine, quel qu'il soit, qui va rentrer dans leur giron. Oui, bah ça, on va y arriver. Ils font des bénéfices énormes en vendant leur gaz de schiste en GNL aux Européens. Et puis en remettant leur ligne de production militaire le matériel donné à l'Ukraine permet de revendre de nouveaux matériels. Absolument. Les F-16 de le produire. Vont être remplacés par des F-35. De leur point de vue, si on pense juste en termes d'intérêt, encore comme on a commencé, ils font leur boulot, eux. Oui. C'est peut-être pas sympa, mais ils font leur boulot. Ça, c'est pas sympa. Non, mais ça il y a vraiment, que nos hommes politiques ici pour s'imaginer que en Europe, on a l'impression qu'il y a totalement irrationnel, c'est-à-dire qu'on n'y gagne rien, on mais l'Europe est suicidaire. Oui, l'Europe est totalement suicidaire, mais l'Europe est politiquement et économiquement suicidaire depuis déjà des décennies. Elle ne veut pas comprendre ce qui se passe sur la planète. Elle ne veut pas comprendre que l'Eurasie, elle en est un morceau. Elle ne veut pas comprendre qu'elle doit se concevoir comme un acteur autonome. Dans sa conférence de presse d'il y a 2-3 jours, le président de la République a dit « oui, il faut qu'on soit plus fort, etc. » Oui, enfin, tant qu'on s'aligne sur un conflit comme celui-là, où justement on aurait pu prendre une position, et notamment nous, Français, une position d'équilibre, d'intelligence, et forcer des négociations, et montrer qu'il y avait autre chose, et qu'il y avait aussi des interlocuteurs lucides pour la Russie, pour comprendre ses préoccupations sécuritaires. Tant qu'on fait pas ça, on est fini, on est vu comme des appendices américains, c'est tout. Voilà, plus ou moins vivant, encore. C'est l'appendice qui me fait penser à ça. Mais voilà. Donc on est très très mal en point, en fait. Et effectivement, la Russie, elle continue. Parce que grâce à la manière dont on a réagi, c'est-à-dire en empêchant les négociations de paix qui avaient commencé en Turquie, en expliquant à Zelensky qu'on allait le soutenir et qu'il était là pour faire la guerre et qu'on le payait assez cher pour qu'il la fasse, donc il devait la faire. Tout ça, on s'est imaginé que la Russie allait, 1, être affaiblie, 2, ne pas résister aux sanctions, 3, militairement, c'était n'importe quoi, ils étaient en short, etc. Mais parce que c'est aussi parce qu'on est prisonnier de notre illusion. Et l'une de nos illusions, l'un des narratifs qu'on essaie d'imposer depuis le début, c'est que la Russie envahit l'Ukraine, veut prendre l'Ukraine. Mais elle ne voulait pas ça, la Russie. Elle veut reneutraliser l'Ukraine. Si elle est obligée d'en prendre un morceau, elle va le faire. Et elle va aller vers Kharkov, et elle va aller vers Odessa, et ça va continuer. Donc en fait, on peut considérer que... Est-ce qu'on peut dire que les Russes n'ont pas l'air de trop croire que les Occidentaux veulent passer un accord de neutralisation de l'Ukraine, et donc qu'ils vont se dire, il faut aller juste prendre tout ce qui est à l'est du Dniepr, plus Odessa. Est-ce qu'on peut se dire que quelque part, l'objectif de sécurité, si l'Occident veut absolument que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou dans l'UE, c'est de se dire, vous aurez 40% de l'Ukraine. Et eux, de prendre tout ce qui est à l'est, encore une fois, du Dniepr, donc évidemment Kharkov, Poltava, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Soumy, toutes les grandes villes de l'Est, plus Odessa, et rejoindre avec la Transnistrie. Oui, mais c'est ce qui va arriver, là. Non, mais c'est ce qui va... On peut considérer que c'est un avenir pas improbable dans les 2 ans qui viennent. Ça n'est pas improbable du tout, d'autant plus que... Enfin, j'allais dire, c'est moins improbable chaque jour. C'est-à-dire, c'est ça qui est fou, c'est là que l'idéologie nous perd et que le réalisme nous sauverait l'Ukraine. C'est que c'est une blessure en fait d'amour-propre terrible pour les Américains, pour les Britanniques, pour nous, pour tout le monde. Et on continue, on a le président qui dit on ne peut pas laisser la Russie gagner, mais c'est déjà fait là. C'est plus le sujet en fait. Le sujet, c'est d'arrêter les dégâts humains, les dégâts territoriaux, les dégâts sécuritaires, les dégâts économiques, les dégâts énergétiques. Voilà, il faut changer
Complètement. Il faut revenir à une véritable négociation. Il faut refaire de la diplomatie. On ne sait plus ce qu'est la diplomatie. Nous, on fait de l'idéologie maintenant. On n'a que des imprécations. Je ne pense pas que des Brzezinski, des Kissinger, des Mearsheimer, des Kennan et tous ceux qu'on a évoqués tout à l'heure passaient leur vie à insulter leurs homologues soviétiques de l'époque. Ça n'empêche pas d'avoir des intérêts de puissance, mais si vous voulez, c'est ça le réalisme, c'est de commencer à se dire, bon, l'autre là, il pense comment, il veut quoi, oui, pas de commencer à projeter. Oui, c'est quoi ces lignes rouges? Donc, est-ce que je veux franchir ces lignes rouges? Dans ce cas-là, je vais payer le prix. Est-ce que... D'ailleurs, on pourrait en parler c'est toute une émission, mais c'est intéressant simple. La relation entre Vladimir Poutine et Erdogan. Oui. Ils ont quand même beaucoup de conflits, c'est pas simple dans le Caucase, les Turcs veulent pousser l'ex-empire ottoman, en tout cas, enfin, comme moteur de l'expansion turque actuelle. Ils vendent des armes à l'Ukraine, mais en même temps, ils se mettent d'accord sur des... Mais par contre, on a deux acteurs ultra-réalistes qui s'efforcent de comprendre quelle est jusqu'où je peux faire touche-touche. Absolument. Avec la ligne russe et la touche... Et voilà. Absolument, mais c'est ça la politique internationale. C'est ça la politique internationale. Ce qu'elle devrait être. Ce qu'elle devrait être, oui, absolument. Ce qu'elle devrait redevenir, en tout cas de manière urgente. Parce que ça devient très dangereux, si vous voulez. On n'a pas l'air de... je trouve qu'on a des élites politiques européennes qui n'ont pas l'air... Alors peut-être parce qu'elles ne savent pas ce que c'est que la guerre, elles vivent dans une espèce de pays des rêves bleus de oui-oui, quoi. Elles vivent dans un truc, elles se disent, mais non, mais c'est que du flan, c'est du bluff, c'est si... Mais non, pas du tout. Ils sont sérieux, les gens en face. Hein. C'est pas des petits rigolos. C'est pas nos dirigeants à nous. C'est pas du tout le même genre de type. Que ce soit un Erdogan, que ce soit un Poutine, que ce soit un Xi Jinping, que ce soit un Modi, que ce soit un Raisi, que ce soit... Enfin, je veux dire... faut quand même, voilà, faut comprendre à qui on a affaire. Et je pense que tous ces hommes-là, qui ont tous des intérêts, pour certains, enfin, partiellement convergents, partiellement divergents, des intérêts nationalistes, des intérêts de puissance, des intérêts par rapport à leur peuple, des intérêts économiques, qui ont une vision de ce qu'ils devraient faire avec l'Europe, avec les Américains, etc., différentes. Voilà, enfin, la Russie, la Chine, la Turquie ne voient pas... par définition, chacun a ses buts de puissance, d'influence et de guerre dans un certain nombre de pays, d'applications, j'allais dire. Mais tous ces gens-là ont quelque chose en commun qu'ils n'ont pas en commun avec nos dirigeants. Ils se respectent, ils savent qu'ils doivent maintenir des canaux de dialogue minimaux et un peu plus que minimaux. Parce qu'il y a forcément des moments où ça frotte, des moments où effectivement on abat un avion pour faire plaisir à machin, mais en même temps après on va s'excuser, mais en même temps, enfin, je veux dire, il se passe toujours plein de petites choses parce qu'on est soi-même manipulé par d'autres, comme ça a été le cas dans le cas de l'avion russe abattu par les Turcs. Il y a des intérêts contradictoires. Parce qu'il y a des intérêts contradictoires, parce qu'on veut montrer qu'on n'est pas non plus totalement sous la coupe ou dépendant, ou bon, enfin. C'est ça le jeu, c'est un jeu compliqué, c'est un jeu qui justement n'est pas blanc ou noir, mais ce qui est certain, c'est que ces gens-là ne se voient pas comme des individus, chacun ne voit pas l'autre comme un chef d'État à dégommer forcément. On va appeler l'émission 50 nuances de gris. Ah ouais, tout un programme. Tout un programme. Oui, c'est pas du blanc-noir. Non, non. Et est-ce que, d'une certaine manière, Zelensky n'est pas le dindon de la farce? Parce que même si maintenant, il a l'air lui-même totalement azimuté avec le rôle qu'il joue, mais on oublie, enfin beaucoup ont oublié déjà qu'il a été élu, très très bien élu, plus de 70%, avec un programme de réalisation de Minsk 2. Et bien élu aussi par des gens qui sont séparatistes avec qui ils sont en conflit, dans les républiques de Lugansk et Donetsk. Des gens qui étaient pour la mise en place de Minsk 2. Et puis, on le sait par le Premier ministre israélien d'alors, Naftali Bennett, qu'on peut difficilement, vu son parcours politique, supposer être
suppôt du Kremlin, dire que ils ont constaté qu'en mars 2022, donc un mois à peu près après le début de l'invasion russe, il y avait, malgré son décret de non-négociation, il y avait une négociation en cours et qu'ils avaient bien compris que ça allait mal finir, qu'il valait mieux perdre un peu. Mais c'est l'Occident, en la personne de Boris Johnson, qui va venir à Kiev et lui dire... Ouais, souviens-toi, qui t'a fait roi. Non, mais qui t'a fait roi? Oui, mais peut-être qu'ils l'ont... Enfin, il semble qu'il y a eu... parce qu'il y a dû se dire, oui, mais là, ils ont envoyé que 180 000 soldats, ils en ont 1 million derrière, on va prendre cher. Peut-être qu'ils ont réussi à le convaincre du fait qu'il y avait une stratégie économique. Oui. Tenez 6 mois, les gars, et on va écrouler l'économie russe. Est-ce que c'était pas ça l'objectif, avec toutes les sanctions, qui a échoué? Ce qui est certain, enfin ce que je pense certain, c'est que les Américains se sont imaginés, mais ça c'est toujours la même chose, c'est toujours l'exceptionnalisme derrière ils se sont imaginés que la Russie ne pourrait pas finalement compenser les dégâts imposés par les sanctions. L'Europe, là aussi, a été clairement... on lui a donné des ordres, Van der Leyen, etc., tous les paquets. Nous avons eu, nous, notre propre ministre de l'économie et des finances qui nous a expliqué qu'on allait mettre à terre quand même l'économie russe. Faut quand même... Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une pensée magique. C'est-à-dire, est-ce que tous ces gens-là ont bien compris, quand même, ils ont fait des études, ce qu'était la Russie? Je veux dire, au-delà de leur anti-Russie, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, tout ça n'a aucune importance. Quelle est la réalité de l'économie russe? Voilà, même à ce moment-là. N'ont-ils pas compris que depuis 2015 et cette intervention en Syrie au profit du président Assad, il y avait un véritable, pour moi, elle est là l'inflexion, il y a eu une véritable retournement, reprise vraiment de poids et d'influence à l'échelle non seulement régionale du Moyen-Orient, mais globale de la Russie. Donc, on peut dire ce qu'on veut. L'acteur n'était plus le même. En fait, il y a eu, depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir au tournant du siècle, il y a eu, je dirais, 10 ans de lourde reprise des choses en main, avec des limites, avec des problèmes, y compris au plan militaire. Et puis, à partir de 2010-2012, ça commence à aller un peu mieux, malgré tout. Et ensuite, à partir de cette intervention, où là, la Russie est capable... Parce que finalement, la question des sanctions, c'est quoi? Le pari occidental, c'était la Russie va être isolée. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. La Russie a été tout sauf isolée. C'est nous qui sommes isolés. On ne veut pas le reconnaître, mais c'est l'Occident qui est isolé aujourd'hui dans le monde. On le voit bien, on le voit avec nos propres politiques, mais même on le voit. On voit bien que l'Europe peut toujours expliquer qu'elle est unique, qu'elle est forte. Etc. Oui, d'accord, mais enfin pour l'instant, elle est surtout vue comme une grosse dame riche et grassouillette dont on va récupérer tout ce qu'il y a à prendre éventuellement, parce que de toute façon, elle n'a pas bien compris tout à fait où elle était, cette vieille dame-là. Voilà. Bon. Donc, on est dans un monde qui a complètement changé, qu'on ne veut pas voir, et on s'est imaginé que la Russie était isolée. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mais pourquoi est-ce qu'on imagine ça? Parce qu'on est aveuglé par notre haine, par notre anti-russisme. Et si vous regardez sur les plateaux, enfin, le déferlement de bêtises et d'indigence intellectuelle, et d'ailleurs morale, auquel cette guerre, la guerre en Ukraine a donné lieu, vous dites, mais comment est-ce qu'on peut bien comprendre? C'est même pas que sur les plateaux, parce qu'on pourrait se dire, bon, les plateaux... c'est aussi à la cellule diplomatique de l'Élysée, c'est aussi au Quai d'Orsay, c'est aussi partout. M. Haro, qui avait conseillé en 2017, je crois qu'il le regrette beaucoup, M. Macron, avec la destruction du corps diplomatique, on en arrive à des situations qui... En illustration de ce que vous dites, c'est le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, qui est caricatural. Mais là, il y va pour négocier un peu plus de gaz qu'ils ne peuvent pas envoyer, parce que
les gazoducs ne peuvent pas envoyer plus que ce qu'ils envoient, puis de toute façon, ça va en Italie. Donc les Italiens en ont besoin aussi. Mais non seulement il est moqué, notre président, même si on n'aime pas, il est quand même moqué dans la télé algérienne pendant une semaine. Et quelques jours après sa visite, il signe une demande d'adhésion aux BRICS. Oui. Et puis un mois après, signe un accord d'achat de 12 milliards d'euros de matériel militaire russe. Vraiment, ça veut dire que personne n'a travaillé le dossier avant, parce que là, c'est exposer le président, et donc la France, au ridicule total. Tout à fait. Mais c'est aussi une démonstration supplémentaire de l'inanité de l'idéalisme en relations internationales. Parce qu'il y a aussi l'affaire de l'Azerbaïdjan, par exemple, du gaz azerbaïdjanais. Si vous voulez, c'est pour ça, ce qu'on appelle pompeusement, et à mon avis faussement, les questions morales, qui devraient soi-disant inspirer notre politique étrangère, c'est faux par principe, parce que précisément il nous faut une doctrine de relations internationales, il nous faut des principes de relations internationales, mais pas des espèces d'incantations moralisantes. Le réel, le plus immédiat, au bout d'un moment, vient les mettre en morceaux. Là, on essaie d'avoir du gaz azerbaïdjanais tout en soutenant les Arméniens. Voilà. Il ne faut pas être le sujet de groupes de pression, c'est tout. On est un pays qui a des intérêts, qui a aussi des principes, qui cherche peut-être à les promouvoir, mais pas en faisant la leçon à la planète entière, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en fait, notre meilleure crédibilité viendrait du fait qu'on arrive à montrer de nous-mêmes une image de fermeté, d'équilibre, de volonté de dialogue, mais surtout de préservation de nos intérêts économiques déjà, économiques et financiers. Enfin, il faut quand même se réveiller là. Le monde a complètement shifté et l'Europe est en très mauvais état économique. Ah, ça nous permet peut-être de terminer là-dessus, parce que vous avez parlé de victoire de la Russie. On ne sait pas si c'est encore une victoire de la Russie. Bon, en tout cas, l'Ukraine est très très loin, elle, de la victoire. Sur le plan militaire, on l'a vu. On l'a évoqué, économiquement, la Russie n'a pas l'air de trop souffrir des sanctions. Au contraire, c'est un levier d'accroissement de sa souveraineté dans toute une série de domaines industriels. Elle n'est pas isolée. Et non seulement elle n'est pas isolée, mais il y a un renforcement des BRICS, peut-être grâce à ce conflit. Oui, tout à fait. Poussée colossale. Donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui, à partir de janvier 2024, vont accueillir 6 nouveaux pays. Ça sera présidé par la Russie. On a vu comment Poutine a été reçu, là, récemment, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Et puis, il y a l'OPEP+, que va rejoindre le Brésil, donc membre des BRICS. Et donc, on a, en gros, à la louche, mais vous me direz si je me trompe, les BRICS, c'est 75%, 80% des ressources mondiales, et à peu près 70-75% de la production industrielle mondiale. Et ils ont apparemment un intérêt commun, même si vous l'avez bien dit, ils ont des divergences, c'est pas toujours simple entre Inde et Chine, mais ils ont l'air d'avoir un objectif commun, et peut-être vous pourrez développer là-dessus, c'est ils veulent plus que quelqu'un domine mais oui, c'est fini, mais l'hégémonisme... Et donc c'est le multilatéralisme. Oui, mais bien sûr, c'est l'hégémonisme américain qui n'est plus supporté, ou occidental, qui n'est absolument plus supporté. Et c'est là que notre erreur est colossale, c'est-à-dire en s'imaginant, finalement, qu'après la fin de la guerre froide, le monde allait rester dans son état d'alors, et que l'hégémonisme américain allait pouvoir s'imposer et demeurer ad vitam aeternam comme un étalon politique, économique, moral, et en tout cas permettre aux États-Unis de continuer à dominer les mécanismes. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Non seulement les autres ont émergé, les Chinois les premiers, mais aussi les Indiens, mais aussi les Russes et d'autres, mais en plus, j'allais dire l'atout maître des Américains, qui était quand même le dollar, a pâti, j'allais dire, de l'hubris américaine. C'est-à-dire, c'est tout ce qui a consisté à se servir du dollar
pour dominer et pour mettre au prix, enfin, pour écraser les pays qui n'obéissaient pas d'une manière ou d'une autre aux volontés, aux desiderata américains, oui, le dollar est devenu une arme, non plus si vous voulez, non plus un instrument finalement de liberté, d'ouverture. Certes, il y avait les Américains, il fallait subir, il fallait ci, il fallait ça, mais enfin bon, on pouvait se développer, le commerce. Là, d'un coup, d'accord. Donc là, vous avez envie de me piquer mes entreprises stratégiques, je ne suis pas d'accord. Et ben voilà, maintenant des amendes parce que un jour il y a eu $1 dans un de mes transferts. Voilà, par exemple. Bon, mais il n'y a pas que nous, il y a plein de pays qui ont subi ça. Et je pense que ça a beaucoup contribué à la compréhension de plein de pays qui se sont dit mais attends là, en fait. On est complètement, on est asphyxié, on est paralysé. Et là est arrivé Poutine. Voilà, c'est pas être pro-russe que de dire ça. Il a fait la démonstration, d'abord en 2015, et puis là il vient de la refaire en février 22, qu'en fait, il était possible de dire non. Il était possible de changer le cours des choses. Ça donne des idées quelques-uns. Et oui, mais non, mais ça a une valeur d'exemplarité terrible. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a une véritable alternative. Alors, bien sûr, c'est la Chine qui est le pôle gigantesque qui peut qui peut jouer à armes égales, pas tout de suite encore, mais avec les États-Unis. Mais la Russie a montré. J'en suis vraiment convaincue. Je pense que en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, enfin c'est clair, la diplomatie russe a des succès, mais tous les jours. Il faut dire que bon, ils sont pas mauvais, hein, mais elle a des succès tous les jours. Ils sont en train de créer là, au moment où nous parlons. Allez-y. Non, mais l'ONU. Alors non, le roi est nu. Pardon, le roi est nu. Allez-y, non, l'ONU, oui, pardon. Oui, le roi est nu. Oui. Le roi est nu. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a eu vraiment un effet de réalité en se disant en fait, il y a une autre possibilité. Et c'est ça le multilatéralisme. Ça va être ça pour beaucoup de pays. C'est pour ça que ce sera, comme je dis toujours, ce sera plus un menu, ce sera la carte. Mais les États vont avoir de plus en plus le choix selon les sujets, etc. Donc ça va être plus complexe comme jeu, mais plus ouvert aussi. Et donc au contraire de détruire la diplomatie, il faudrait qu'on en ait une encore plus poussée. Mais extrêmement pour connaître finement extrêmement poussée et totalement réaliste, totalement... En fait, qui s'inspire des méthodes d'analyse. Déjà, il faut qu'on refasse de l'analyse. Hein, voilà. Parce que c'est bien, mais le journalisme, c'est devenu de l'opinion. Hein. Il n'y a plus d'investigation. L'analyse stratégique, ça n'existe quasiment plus dans les services de l'État. Je suis désolée de le dire, mais enfin, moi, tout ce que j'entends, tous les échos que j'ai, c'est quand même que tout est idéologisé. Donc, voilà, le méchant, c'est lui, le bon, c'est lui. Ce que dit Pierre Conessa aussi. Mais oui, mais bien sûr, mais Pierre Conessa est un réaliste aussi. Lui, je le connais depuis 35 ans, 30 ans. Donc, on est tous d'accord. Tous les gens qui ont travaillé pour l'État il y a quelques décennies et qui ont été formés comme ça, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne défendait pas la position d'un pays, mais il faut commencer par une analyse objective, sinon, mais qu'est-ce que vous pouvez bien avoir comme bonne idée à promouvoir, à proposer aux ministres ou au président que vous conseillez? Si vous êtes déjà vous-même complètement vicié, complètement appauvri, complètement... par vos projections mentales et vos réductions idéologiques, mais vous êtes fichus. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter les grands pays, la manière dont ils réagissent, par exemple, aux prises de position américaines, ou britanniques, ou françaises. C'est toujours très... Oui, bien sûr. Alors nous, voilà, nous avons des principes. Et évidemment, ils remettent l'ONU sur le devant de la scène. Puisque l'ONU, précisément, alors c'était un jeu de clientèle, etc., très bien, mais c'était quand même un endroit, et c'était le seul, où chaque État, petit, grand, minuscule, surpuissant, etc., avait
une voix. Bon, à l'Assemblée générale, sans parler du Conseil de sécurité, où le système de veto qui est toujours présenté par les Américains comme un truc scandaleux, mais pourquoi il peut y avoir un veto chinois et, et russe? Eux, quand ils mettent le leur, ils trouvent ça bien d'un coup, mais ils se passent généralement de leur veto depuis des décennies, et notamment dans les années 90 et début des années 2000, parce qu'en fait, ils avaient envie d'intervenir sans mandat de l'ONU, ça ne les intéresse pas. Ils s'en fichent, en fait. Voilà, on veut faire ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas très grave, on va le faire quand même. Voilà. Donc, pour moi, remettre l'ONU, sans doute la réformer, mais retrouver une enceinte dans laquelle on peut, avec tous les acteurs du système international, chercher des moyens d'apaiser certaines zones ou certains points de conflit, ça me semble quand même fondamental. C'est ça le multilatéralisme, et c'est là-dessus que jouent avec succès, avec un immense succès, les Chinois et les Russes, qui passent leur vie à dire « mais non, mais nous sommes très préoccupés de la souveraineté nationale, voilà, chaque État a le même poids, doit être écouté. » En fait, ils proposent du respect, de la considération. Et c'est ce que reproche à l'Occident une grande partie des pays du monde. Ce manque de respect, manque de considération. Application de, voilà, juste t'es petit, je suis gros, t'as qu'à obéir. Donc, il faut qu'on revienne à ça. Alors, pour le mot de la fin, posons que l'hégémonie occidentale, en particulier américaine, est en train de connaître son crépuscule. Oui, j'ai fini. Et qu'est en train d'apparaître un monde, c'est l'aurore, pour filer la métaphore, l'aurore d'un monde multipolaire. Quelle est la conséquence, d'après vous, pour nous, Français, Européens en général, mais en français, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences sur l'économie, le niveau de vie, notre position dans le monde? Je veux dire, si on n'arrive pas à se rendre compte de c'est quoi la conséquence? Je pense que l'Europe va rester engluée et asphyxiée par ses propres utopies. La première d'entre elles étant que ses intérêts seraient intimement liés à ceux des Américains, voire même s'identifieraient à ceux des Américains, et qu'en conséquence, il faut suivre. Il faut suivre pour le bien des Européens. Moi, je dis que c'est tout l'inverse. Il faut surtout pas suivre pour le bien des Européens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allié avec les États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pays d'Europe de l'Ouest, etc. Très bien, mais le monde est grand. Le monde, c'est pas juste papa avec son petit garçon, là, l'Europe, ou sa petite fille. Voilà, alors tu te tiens bien, ma petite chérie. Hein, voilà, attention, hein, parce que le monde est méchant, il y a plein d'ennemis. Non mais bon, on arrête là, c'est bon. Donc l'Europe, elle doit se projeter vers l'Asie centrale et l'Eurasie au sens large, avec assurance. Elle doit devenir, je sais plus, j'avais écrit un truc comme ça, elle doit sortir de l'enfance stratégique et elle doit devenir adolescente, puis jeune, puis adulte. Enfin, voilà. Alors, les mécanismes européens ne sont malheureusement pas faits pour cela. Oui. Voilà. Mais un pays comme le nôtre, en tout cas, qui est un des pays, certes, fondateurs de l'Europe, mais qui est un pays qui existe en tant que tel, qui a encore des atouts considérables, ne peut pas juste se laisser engluer et trouver ça génial, en plus, dans un système européen, au prétexte qu'il faut être toujours ensemble, qu'on ne peut pas aller en Chine sans emmener Van der Leyen avec soi. Non mais je rêve. On doit avoir une politique étrangère autonome, souveraine. C'est difficile, nous avons des dépendances, bien sûr, mais nous devrions justement arriver à avoir un discours d'équilibre, un discours de médiation, un discours en fait, où on assume des prises de position qui forcément vont gêner les uns, vont plaire aux autres, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Donc, un peu plus de souveraineté nationale plutôt que la souveraineté européenne. Voilà. Et arrêter de dire « Ah, le régime de ce pays ne me plaît pas, alors donc c'est mon ennemi. » Enfin, mais c'est infantile, c'est des trucs de bébé, ça. Voilà, on est dans un monde où les autres, ils sont adultes. Hein.
Les autres, ils sont adultes. Donc nous, il est urgent de quitter la sucette, là, et puis la sucette américaine, hein, la totote, comme on dit. Voilà. Et puis de commencer à se réveiller, quoi, de mettre des pattes au gaz et de se dire, en fait, ouais, il y a peut-être des trucs à faire avec tout un tas de pays du monde, mais il faut arrêter de prétendre leur apporter le bien, le beau, le vrai. Non, c'est fini, plus personne ne nous croit, et de toute façon, les résultats sont là, on n'a rien apporté, ni le bien, ni le beau, ni le vrai. Ça ne veut pas dire que la colonisation était une mauvaise chose, ça ne veut pas dire... Mais là, en 2023, là, c'est fini. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, je vous en prie. Merci pour d'être venu fait grand plaisir. parler des jeux politiques. Et bon, je propose que tous on prenne un peu de congé pour ceux qui peuvent, au moins faire un peu les fêtes de fin d'année, ceux qui font Noël, tout le monde la nouvelle année, et puis au retour du nouvel an, on met des pattes au gaz et on y va. C'est ça, ouais. Ça va être la résolution de l'année. Des pattes au gaz. Voilà. On met des pattes au gaz et on va dans 50 nuances de gris. Voilà. Les gars, c'est ça le projet. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Merci Caroline. Mais de rien, Georges.